Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette dernière conférence sur le cycle de formation de prévention des difficultés et d'accompagnement des entreprises par l'expert comptable. Donc, dernière conférence cette fois-ci à Toulouse, donc au siège du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie, en compagnie donc de Maître Vigreux. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Gillis. Et donc nous allons traiter aujourd'hui donc du dernier volet. Donc je vous rappelle quand même, comme je le fais à chaque fois, hein, que les conférences sont en replay sur le site de l'Ordre. Donc vous pouvez bien entendu revoir les conférences ou peut-être même parler autour de vous à des consoeurs ou confrères qui pourraient être intéressés et à leur indiquer. Donc les conférences et les supports sont à votre disposition bien entendu sur le site. Et ensuite vous reprécisez, comme nous le faisons aussi chaque fois, que nous sommes dans une recherche d'interactivité. Donc n'hésitez pas, en fin de conférence, à nous solliciter sur des questions ou des témoignages, soit pour les personnes qui sont présentes dans la salle en intervenant, soit pour vous qui êtes à distance, en levant la main donc, sur le webinaire ou en posant une question directement sur le chat du webinaire. Si vous levez la main, on ouvrira le micro et on vous donnera donc la parole. Et si vous écrivez une question sur le chat, bien, nous essaierons d'y répondre. Voilà. Donc, dernier thème aujourd'hui. Il s'agit donc de la continuation de l'activité par les plans d'apurement de la dette. Quelles sont les procédures et pourquoi faire? Donc, si on doit faire une petite rétrospective par rapport à ce que nous avons déjà traité, voilà, on a été en anticipation, on a accompagné le chef d'entreprise, on a essayé de lutter contre les dénis et contre les freins psychologiques qui peuvent opposer le chef d'entreprise à la recherche d'une solution. On a constitué une équipe de crise. On a abordé les procédures amiables pour essayer de trouver déjà des premières solutions. Et puis, on se retrouve aujourd'hui en procédure collective, finalement. Donc, hélas, ou pas. Hélas, si c'est une fatalité, ou pas, si ça fait partie de la stratégie. Souvent, on a l'impression qu'on va se retrouver en procédure de sauvegarde, peut-être si nous avons la chance de ne pas être en état de cessation des paiements. Si nous sommes en état de cessation des paiements, le tribunal nous orientera, si nous avons des perspectives de sortie, vers un redressement judiciaire. Et on pense que, quelquefois, ces procédures sont un petit peu obligées, un passage obligé, et pas forcément le fruit de la volonté du débiteur véritablement. Ça peut être également, lorsque nous sommes en anticipation, et c'est le mot-clé, le fil rouge de ces conférences, lorsque nous sommes en anticipation des difficultés, ces procédures peuvent s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise, devenir un maillon de la stratégie de l'entreprise. On a parlé avec vous, Maître Vigreux, notamment des pré-pack-sessions, par exemple, qui sont des sessions d'entreprise qui sont préparées en amont des procédures collectives, dans le cadre donc amiable, puis ensuite qui sont arrêtées dans le cadre de la procédure collective. On peut imaginer aussi qu'il y ait des pré-pack plans, c'est-à-dire des plans qui soient préparés en procédure amiable et qui soient arrêtés ensuite dans le cadre d'une procédure collective. Et on verra également que certaines procédures collectives sont vraiment spécifiquement faites pour ça, puisque leur durée est tellement courte qu'on a du mal à imaginer qu'un chef d'entreprise puisse bâtir un plan et l'arrêter au sein de la procédure sans passer par une procédure amiable, préalable, pour justement commencer à faire, je dirais, le tour des créanciers et bâtir donc ce plan qui ensuite aura très peu de temps pour faire arrêter dans le cadre de la procédure collective. Donc, on le voit bien, ces procédures sont également des éléments de la stratégie de l'entreprise dès lors qu'elles ne sont pas subies par le débiteur. Donc, nous allons aborder, dans le cadre de cette formation, 4 procédures qui existent aujourd'hui. La procédure de sauvegarde judiciaire, les procédures de sauvegarde accélérée et financière accélérée, on verra ce qu'il en est, la procédure de traitement de sortie de crise, et enfin, on terminera par le redressement judiciaire, avec chaque fois la volonté de voir en quoi cette procédure est adaptée à telle ou telle situation du débiteur. Donc, pardon, excusez-moi, c'est un petit peu... Bon. En introduction, Maître, je vais vous céder la parole, puisque toutes ces procédures rentrent dans le cadre des procédures collectives et elles ont, certaines donc, ont des caractéristiques communes. Vous allez peut-être nous rappeler. Tout à fait. D'abord, merci pour cette introduction que je trouve effectivement très finement amenée concernant les procédures dont nous allons parler. Oui, les procédures collectives doivent être analysées chacune d'entre elles par le chef d'entreprise afin de faire un arbitrage et effectivement il s'agit bien d'un choix de gestion que de choisir dans la boîte à outils des 4 procédures que vous venez d'énumérer.
Alors, on avait prévu effectivement en introduction, avant d'évoquer chacune d'entre elles, de vous donner des caractéristiques qui sont des caractéristiques communes, parce qu'effectivement, même si elles ne se recoupent pas, ces procédures vont effectivement avoir malgré tout des points communs. Alors, le premier qu'on peut citer, c'est le fait que ces procédures, les quatre qui ont été évoquées, donc sauvegarde accélérée avec dedans la sauvegarde financière accélérée, traitement de sortie de crise et redressement judiciaire, toutes sont des procédures publiques. Donc, on voit là la distinction avec ce que nous avions tenu comme propos sur les procédures dites préventives amiables, qui sont toutes par nature confidentielles. Les quatre procédures que nous venons de citer sont des procédures qui donnent lieu à une inscription donc sur le CABIS et effectivement au RCS. C'est donc effectivement, ce sont donc tous les tiers qui peuvent avoir connaissance effectivement de l'existence d'une procédure sur la société qu'elle concerne. Deuxième caractéristique, le caractère coercitif vis-à-vis des créanciers. Vous vous souvenez que nous avions abordé dans les procédures amiables le caractère consensuel de ces procédures qui faisait reposer sur le mandataire ad hoc ou sur le conciliateur la recherche du délicat équilibre avec les concessions réciproques à obtenir des différentes parties. La philosophie est tout autre désormais. En réalité, la philosophie n'est pas d'aller chercher finalement un point d'équilibre, c'est de bâtir un plan qui soit suffisamment crédible pour qu'il emporte la conviction soit du tribunal, soit, nous le verrons, de vote dans des classes de créanciers. Donc, effectivement, le créancier n'est pas finalement forcément acteur. Il peut effectivement se voir, la plupart du temps, imposer une interdiction des paiements de ses créances antérieures à l'ouverture de la procédure. Il se voit généralement imposer l'arrêt des poursuites s'il en a engagé vis-à-vis de l'entrepreneur, et également l'arrêt du cours des intérêts et des inscriptions. Ce sont des caractéristiques souvent communes à ces procédures-là. Voilà. Donc, on va effectivement avoir effectivement la notion de plan qui se substitue à la notion de négociation. Troisième point, des procédures collectives ou semi-collectives. Alors ça, déjà, on aborde quelque chose qui est un peu du domaine de la nouveauté, parce que les procédures collectives, historiquement, c'était la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire, dans lequel le caractère collectif était un caractère absolu. Finalement, très peu de créanciers évitaient, sortaient de la discipline collective, comme on peut en parler. Désormais, avec l'arrivée de la sauvegarde accélérée, avec l'arrivée de la procédure de traitement de sortie de crise, innovation liée à la période Covid que nous avons vécue, eh bien, on a des procédures qui vont être qualifiées de semi-collectives, à savoir effectivement que certains créanciers pourront échapper à cette discipline et être payés normalement à échéance, comme si effectivement il n'y avait pas de procédure ouverte sur l'entité. Dernière caractéristique, la caractéristique de la participation d'un administrateur judiciaire dans la gestion quotidienne de l'entreprise. C'est un point sur lequel nous avions insisté dans le cadre des procédures de prévention, car l'un des freins pour un chef d'entreprise à se diriger vers ces procédures préventives, c'est justement la crainte de voir une tierce personne, et en l'occurrence un administrateur judiciaire, venir se mêler de sa gestion quotidienne. C'est déjà très difficile effectivement d'admettre d'être en procédure, mais au-delà de la procédure, de pouvoir se voir imposer des arbitrages par un tiers extérieur est quelque chose de très mal vécu par les chefs d'entreprise. Et donc, effectivement, il doit se situer en anticipation parce que justement, là, il n'y a pas d'immixion de l'administrateur dans la gestion quotidienne. Si nous nous plaçons dans les procédures collectives, eh bien, au moins deux d'entre elles, trois d'entre elles, la sauvegarde financière, la sauvegarde accélérée et le redressement judiciaire peuvent conduire le tribunal à confier une mission à l'administrateur qui pourrait être une mission d'assistance, voire dans le redressement judiciaire, une mission de pleine gestion de l'entreprise. Donc, vous le voyez, on est très loin du mandat ad hoc et de la conciliation dans ces exemples-là, où l'administrateur se contente de mener une négociation. Là, il participe avec un degré plus ou moins grand à la gestion quotidienne. Très bien. Donc, nous allons voir dans un premier temps peut-être la procédure de sauvegarde judiciaire. Donc, effectivement, on verra que cette procédure va nous permettre de rééchelonner une dette jusqu'à 10 ans, bon, 15 ans dans le cadre de l'agriculture, va faciliter également la réorganisation de l'entreprise, va permettre le financement d'un éventuel plan de licenciement par l'AGS
Et je rajouterai peut-être une quatrième caractéristique, qu'elle protège quand même relativement mieux le chef d'entreprise, peut-être qu'une procédure de redressement judiciaire. Alors, on va en parler, parce qu'effectivement, là aussi, des innovations nombreuses ont effectivement tempéré ce qui était effectivement la situation d'origine. Alors, sur cette procédure de sauvegarde judiciaire, bon, c'est la sauvegarde qui a été instaurée par la loi du même nom en 2005. Donc, cette sauvegarde, quelle est sa philosophie? On l'a souvent décrite comme une procédure de redressement judiciaire anticipé. Donc, elle a pour objectif de faciliter la réorganisation de l'entreprise. Bien entendu, effectivement, une entreprise doit pouvoir avoir une pérennité à travers cette procédure. Elle est une procédure qui demeure préventive parce que l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. En cela, elle s'assimile au mandat ad hoc. Vous vous en souvenez, le mandat ad hoc, effectivement, on ne devrait pas être en cessation des paiements ou de moins de 45 jours quand on est en mandat ad hoc. Et de la même manière, effectivement, en sauvegarde, nous ne devons pas être en état de cessation des paiements, sinon le tribunal pourrait tout simplement refuser d'ouvrir la procédure. Les 45 jours, c'est pour la conciliation. C'est pour la conciliation, exactement. L'entreprise doit justifier de difficultés insurmontables pour pouvoir actionner cette procédure. Alors là, en effet, compte tenu de l'effet quand même considérable sur les créanciers, à savoir le gel de l'intégralité, de la quasi-intégralité des dettes antérieures, eh bien, le tribunal se doit de vérifier qu'il existe vraiment des difficultés insurmontables et que l'on n'est pas dans une mesure de confort. Donc, effectivement, dans la vérification que fera le tribunal, il vérifiera s'il n'y a pas cessation des paiements et il vérifiera également la réalité des difficultés pour que cet outil ne soit pas utilisé en dehors de la philosophie et l'esprit de la loi. Le quatrième caractéristique, la procédure de sauvegarde est une démarche volontaire. Seul le débiteur peut demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'identique de ce qu'on connaît sur les autres procédures préventives, mandat ad hoc et conciliation. Par définition, puisqu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Il n'est pas en état de cessation des paiements, mais on pourrait répondre aussi qu'aucun créancier ne peut exiger le placement d'une entreprise en sauvegarde. Donc, vous le voyez, effectivement, on est vraiment dans un choix de gestion en termes de procédure de sauvegarde. Ce sera un peu différent dans ce qu'on se dira tout à l'heure en termes de redressement judiciaire. Et ce choix, on le conserve dans toute la durée de la procédure, même sur les solutions. On a plus de choix, on va dire, que dans la procédure de redressement judiciaire où on peut se voir imposer certaines choses. Alors, c'est exact, et ce d'autant plus qu'effectivement, on est encore dans une procédure dans laquelle on pourrait envisager vraisemblablement une sortie sans plan. C'est-à-dire, si la cause des difficultés dites insurmontables venait à disparaître, eh bien, on ne serait pas obligé de bâtir un plan pour en sortir, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas en état de cessation des paiements. C'est une nuance par rapport au redressement judiciaire. Cinquième caractéristique, la période d'observation est d'une durée de 6 mois, renouvelable désormais pour 6 mois uniquement. Alors là, c'est une petite différence, et d'ailleurs qui est une modification récente. Les périodes de sauvegarde les périodes d'observation en sauvegarde pouvaient être renouvelées une 3e fois à l'initiative d'une demande du procureur de la République. Désormais, ces procédures sont, on va dire, encadrées dans une durée maximale de 2 fois 6 mois. Donc, la durée finalement de traitement de l'entreprise est plus courte que ce que nous verrons en redressement judiciaire où on pourrait aller jusqu'à 18 mois avec l'accord du parquet. Dernière caractéristique, la période d'observation a pour but de réaliser un diagnostic de la situation de l'entreprise comme en redressement judiciaire. Elle a également pour but de mettre en place un plan de sauvegarde dès lors qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Alors, quels sont les effets justement de la procédure et en particulier, tout d'abord, les effets sur les créanciers? Là, nous sommes dans une procédure collective, je dirais, absolue. À l'exception de quelques créances qui sont des créances notamment salariales, eh bien, la règle d'interdiction des paiements de toute créance dont le fait générateur est antérieurement à l'ouverture de la procédure s'applique de manière absolue, donc interdiction de payer toute créance. Cette interdiction est assortie, comme en redressement judiciaire, de l'arrêt des poursuites. Donc, le créancier qui était poursuivant doit déclarer sa créance, il ne peut plus continuer les actions en paiement. Le cours des intérêts est également suspendu. Alors, il est suspendu, on va dire, il y a une petite différence entre les créances à plus d'1 an et les créances à moins d'1 an, mais effectivement, retenez que le cours des intérêts, effectivement, va s'arrêter pour les créances à court terme de moins d'1 an.
Les créanciers antérieurs vont avoir l'obligation de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire, de ratifier effectivement la liste des créanciers qui a été remise à l'ouverture de la procédure par le chef d'entreprise au mandataire judiciaire. N'y a-t-il pas des cas particuliers où certaines créances antérieures pourraient être autorisées à être payées par le juge commissaire? Alors c'est exact, effectivement, nous avons quelques cas assez limités qui conduisent à une possibilité de payer des créances antérieures. Ces cas, pour n'en citer que quelques-uns, nous avons les cas qui sont, on va dire, dont la motivation est de libérer un droit de rétention qui s'exerce sur un bien. Donc si un créancier antérieur est rétenteur d'un bien nécessaire pour la poursuite de l'activité, le juge commissaire, sur une ordonnance dûment motivée, peut autoriser à titre exceptionnel le paiement d'une créance antérieure. J'ajouterai deux autres cas. Le cas la possibilité de payer des biens qui ont été vendus avec une clause de réserve de propriété. Et pour finir, une innovation là aussi récente, la possibilité d'honorer des créances de transporteurs bénéficiant du privilège de la loi dite loi Guessot, et qui permettent effectivement de payer des transporteurs dont la créance effectivement bénéficie d'une action directe vis-à-vis du client. Donc la procédure de sauvegarde judiciaire a des effets sur les créanciers, elle en a aussi sur la gestion de l'entreprise. Alors effectivement, la procédure de sauvegarde peut conduire déjà à la nomination d'un administrateur judiciaire. Je dis peut conduire parce que nous avons deux situations bien distinctes. Une situation où l'entreprise dépasse certains seuils, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 20 salariés, ces deux critères étant d'ailleurs alternatifs et non cumulatifs. Dans ces deux cas, soit plus de 3 millions, soit plus de 20 salariés, soit les deux, encore mieux, eh bien effectivement, la présence de l'administrateur est obligatoire. Deuxième situation, on se situe en dessous des deux seuils, donc moins de 20 salariés et moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, les deux effectivement, et bien là, c'est finalement le chef d'entreprise et le tribunal qui vont avoir le choix de voir désigner ou pas un administrateur pour assister ou pour surveiller l'entreprise. Parce qu'effectivement, il y a cette nuance en matière de sauvegarde que la mission de l'administrateur peut être à géométrie variable, soit effectivement une mission d'assistance dans laquelle l'administrateur va participer à la gestion quotidienne sur un certain nombre d'actes, effectivement, que sont par exemple les paiements, effectivement, co-signature, vous devez connaître effectivement ces situations-là, ou alors effectivement le fait d'être informé, par exemple, d'embauche de salariés. Voilà. Donc effectivement, soit on est en mission d'assistance avec une participation à la gestion, soit le tribunal effectivement désigne avec une simple mission de surveillance, et là il n'y a pas de participation à la gestion en sauvegarde dans cette hypothèse-là. Autre volet, nous l'étudierons dans toutes les procédures, les effets donc de la procédure sur la gestion sociale cette fois-ci de l'entreprise. Alors, en matière de sauvegarde, les effets sur la gestion sociale sont relativement limités. D'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise placée en sauvegarde voit sa gestion sociale soumise au droit commun. Il n'y a pas de dérogation à ce droit commun, même en matière de licenciement économique, ce qui pourrait suspendre parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer que comme dans le redressement judiciaire, il y ait des dérogations, mais là, il n'y en a pas. En revanche, il y a tout de même effectivement un levier qui paraît effectivement très intéressant, c'est que même si il n'est pas possible d'actionner les AGS pour des créances antérieures à l'ouverture de la sauvegarde, en revanche, en matière de licenciement économique, donc soumis au droit commun, les AGS pourraient être appelés en paiement des indemnités de rupture dues aux salariés, avec effectivement ce qui s'appelle une avance. Effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une créance classique. Finalement, c'est une avance qu'il faudra rembourser et qu'il faudra rembourser dès la période d'observation. Mais retenons l'idée tout de même qu'effectivement, l'entreprise qui n'a pas les moyens de se restructurer, parce qu'elle n'a pas la trésorerie pour, va pouvoir, dans cette procédure, trouver un financement qu'elle ne trouverait probablement pas par d'autres moyens, qui va lui permettre d'obtenir cette avance de paiement qu'elle pourra ensuite négocier avec des AGS sur un délai de court terme. Et effectivement, dans bien des cas, c'est quand même effectivement la bonne voie pour notamment redimensionner l'effectif salarié et effectivement stopper un rythme de perte qui sinon amènerait à une impasse de trésorerie.
Alors sur le dernier point, effectivement, la garantie, effectivement, elle est soumise, peut-être je vais vous donner une autre petite précision, elle n'est pas automatique, cette prise en charge par les AGS. Elle est soumise à une attestation qui doit être établie généralement par l'administrateur judiciaire ou quand il n'y en a pas par le mandataire judiciaire, d'une insuffisance de fonds disponibles, c'est-à-dire effectivement l'AGS veut vérifier que si elle fait l'avance, c'est parce que la société ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour pouvoir financer ses licenciements. D'accord. Donc, on a bien vu les effets de la procédure sur l'entreprise, sur les créanciers, sur la gestion sociale. Voyons maintenant, donc, nous sommes en procédure, nous sommes en période d'observation et nous sommes en construction d'un plan. Quelles sont les modalités d'élaboration du plan lors de la procédure de sauvegarde? Alors voilà, je crois qu'il faut rappeler les différentes étapes de la procédure, c'est important de le faire. Le début de la procédure, c'est une période effectivement de diagnostic. Ensuite, il y a la période de traitement, à savoir la réorganisation qui est menée par le chef d'entreprise avec l'administrateur judiciaire. Et enfin, vient la phase d'élaboration du plan, ce qui suppose qu'effectivement, on va dire, le plan de retournement, la réorganisation de l'entreprise ait commencé à porter ses fruits pour pouvoir effectivement justifier au tribunal d'une perspective de pérennité. Alors là, effectivement, dès lors qu'il existe cette possibilité sérieuse de sauvegarder l'entreprise, eh bien, effectivement, un plan peut être arrêté par le tribunal et ce plan, même s'il donne lieu à une diffusion auprès des créanciers par le mandataire judiciaire, ce plan peut être imposé aux créanciers, même s'ils se sont, par exemple, déclarés défavorables au délai du plan, sur une majorité d'entre eux. Donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, c'est aussi peut-être ce côté coercitif là, sur les créanciers, c'est peut-être la menace qu'on peut faire planer aussi lorsqu'on est en procédure amiable, en leur expliquant qu'ils n'auraient pas forcément un intérêt supérieur à se retrouver dans une procédure judiciaire. Alors on le pourrait, il est vrai que dans les cadres des procédures amiables, effectivement, la procédure de sauvegarde pourrait être une menace pour l'entreprise, pour les créanciers. Elle a quand même un effet limité dans l'idée où finalement des créances seraient échues et ne pourraient pas permettre d'accéder à cette procédure et ne laisserait que le choix du redressement judiciaire. Donc effectivement, dans l'hypothèse d'une négociation amiable où on ne serait pas en état de cessation des paiements malgré l'absence d'accord avec les créanciers à l'amiable, on pourrait effectivement brandir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour essayer de motiver et de pousser à un accord. C'est exact. La durée du plan? Alors la durée du plan, c'est 10 ans. Voilà. Donc le tribunal peut effectivement imposer une durée maximale de 10 ans. Ce plan peut être imposé en comportant une progressivité, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, effectivement, sur les premières années du plan, le chef d'entreprise est en mesure de proposer des coefficients d'apurement qui peuvent être faibles, voire très faibles. Hein. On peut effectivement avoir des plans qui débutent avec des apurements de 2-3% sur les premières années. Donc, effectivement, vous le voyez, il peut comporter une progressivité. Il y a quand même des obligations en termes d'apurement minimum. Il y a des minimums, effectivement, on doit arriver effectivement à 5% à partir de la 3e année du plan. Voilà, mais effectivement, il faut savoir que si une entreprise qui serait par exemple durement affectée par une crise comme celle que nous venons de traverser et dont les effets demeureraient persistants sur les premières années du plan, eh bien, on pourrait intégrer une sorte d'équité entre les créanciers et l'entreprise pour lui permettre effectivement de redéployer par exemple son activité sur les premières années du plan et de prendre un rythme de croisière d'apurement de ses créances à partir de la 3e ou 4e année du plan. C'est effectivement une possibilité qu'offre la loi. Alors, dans ces plans, vous avez le plan qui vient tout de suite à l'esprit, c'est un plan soit linéaire, soit progressif sur 10 ans comme nous venons de l'aborder. On peut aller jusqu'à 15 ans dans le domaine spécifique des agriculteurs, donc sur les tribunaux judiciaires et non pas sur les tribunaux de commerce. Il est aussi très fréquent que les plans soient des plans qui prévoient des options pour les créanciers. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce vocable d'option? En réalité, l'idée est de proposer une alternative à un paiement sur une durée longue en proposant un paiement sur une durée plus courte, moyennant des remises. Alors effectivement, ces remises, sans entrer trop longuement dans ce sujet, effectivement, elles vont avoir effectivement pour contrepartie le fait d'être payées soit au comptant, soit sur les toutes premières années du plan, contrairement aux autres créanciers qui, eux, seront payés sur la durée, par exemple, maximale de 10 ans.
Voilà un exemple de ce qui pourrait être fait au niveau des options effectivement proposées aux créanciers. Au-delà de ça, effectivement, il faut savoir que la période de sauvegarde doit normalement effectivement s'achever par l'homologation du plan. S'il y avait un état de cessation des paiements qui apparaissait en cours de période d'observation ou s'il y avait l'impossibilité de présenter un plan, le tribunal pourrait décider de convertir en redressement ou en liquidation judiciaire si effectivement il n'y avait pas d'issue positive à la procédure. Donc, il y a un autre volet qu'il faut quand même étudier dans la modalité d'élaboration du plan, c'est que l'ordonnance du 15 septembre 2021 a mis fin au comité de créanciers pour le remplacer par les classes de parties affectées. Et ça a quand même des incidences sur l'élaboration du plan, sur le fonctionnement même de la procédure. Donc, peut-être pourriez-vous nous rappeler ce que sont les classes de parties affectées, dans quelles conditions doivent-elles être obligatoirement créées ou de façon optionnelle, et ensuite, effectivement, les conséquences que ça peut avoir sur l'élaboration du plan. Alors, effectivement, si pour faire un tout petit peu de genèse juridique, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, les procédures de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, étaient assorties historiquement de la possibilité ou de l'obligation de constituer ce qu'on appelait des comités de créanciers. Et les comités de créanciers, il y en avait en réalité deux, un comité des créanciers établissements financiers et il y avait un second comité, le comité des principaux fournisseurs. À ces deux comités s'ajoutait parfois l'assemblée obligataire pour les structures qui étaient dotées effectivement de ce type de financement. Donc, ces comités qui ont permis de bâtir des plans, effectivement, parce que nous trouvions dans ces comités des règles de majorité que l'on va retrouver dans les classes de créanciers, à savoir le fait que quand on regroupait les créanciers dans ces comités, on faisait voter les comités avec une règle de majorité des 2/3, et ces règles de majorité des 2/3 emportaient adhésion de la totalité des créanciers appartenant à la classe, au comité en question. Ce qui veut dire effectivement que si 2/3 des créanciers votaient le plan, eh bien, les minoritaires qui représentaient moins d'1/3 eh bien, pouvaient se voir imposer les conditions du plan qui pouvaient être effectivement des durées d'étalement au-delà de 10 ans, voire même des remises. Et donc, effectivement, on avait, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le plan homologué par le tribunal, on avait la possibilité de sortir sortir, si je puis dire, des chemins battus et de dire, effectivement, on bâtit un plan plus original avec des remises, effectivement, ou avec, par exemple, des apurements sur 12 ou 15 ans. Alors, désormais, ce que je viens de vous dire fait partie de l'histoire. Le législateur, dans l'ordonnance du 15 septembre dernier, a effectivement innové en instaurant au lieu et place des comités que je viens de vous citer, ce qui s'appelle les classes de parties affectées. Et effectivement, ces classes de parties affectées, comme les comités, vont devoir être réunies de manière obligatoire dans les procédures de sauvegarde uniquement au-dessus de certains seuils, 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que la constitution obligatoire des classes de parties affectées est réservée dans sa partie obligatoire à déjà des entreprises significatives qui effectivement se voient finalement imposer normalement l'obligation de constitution de ces classes. Alors, sur cette vision qui est une vision obligatoire, pour être également exhaustif sur les conditions de constitution de ces classes, on peut avoir des constitutions de classes qui sont facultatives dans les sauvegardes en dessous de ces seuils. Ça voudrait dire que le chef d'entreprise demande au juge commissaire de la procédure la possibilité de constituer des classes de créanciers parce qu'il estime que c'est un meilleur véhicule pour voir homologuer son plan que les plans classiques que nous avons abordés tout à l'heure. Et pourquoi justement? Quel serait l'intérêt de cette option? Alors, l'intérêt de cette option, il va résider la plupart du temps dans le fait d'aller chercher effectivement une exigence qui est au-delà de ce que le tribunal peut imposer aux créanciers. Si effectivement on cherche à présenter un plan comme alternative, par exemple, à une situation de liquidation judiciaire, on va utiliser par exemple le véhicule des classes de créanciers pour aller chercher des remises suffisamment significatives
pour permettre une adéquation entre la capacité d'autofinancement future de l'entreprise et le niveau de la dette. Si on a une dette de 1000 et que notre capacité d'autofinancement annuel est de 25, eh bien on voit bien que sur 10 ans, on paiera 250, on ne paiera jamais les 1000. Donc finalement, par le biais de ces constitutions de classe, on pourrait aller chercher un véhicule pour contourner l'interdiction qui est faite au tribunal d'imposer des remises, parce que le tribunal ne peut pas imposer des remises. On va chercher un véhicule à travers la classe de comité les classes de créanciers pour essayer de convaincre ces créanciers à une majorité des 2/3 dans les différentes classes. On va parler effectivement un peu du détail de ça, mais effectivement, on va essayer de redimensionner la dette pour la rendre compatible avec les moyens et la capacité de l'entreprise. On pourrait imaginer de la même manière qu'un entrepreneur va chercher un réétalement de la dette sur une période, par exemple, de 12 à 15 ans. C'est aussi une idée qui pourrait venir à un chef d'entreprise que de dire « je ne suis pas capable de payer sur 10 ans, mais le tribunal ne peut pas imposer effectivement un paiement sur 15 ans. Je vais essayer de convaincre mes créanciers de me donner 15 ans de manière à éviter effectivement une difficulté plus grande, à savoir effectivement un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Oui, parce que nous ne l'avons pas dit, mais effectivement, lorsqu'il y a une constitution de classe de partie affectée, le plan n'est pas limité à 10 ans. Donc, le plan est effectivement… On peut proposer donc effectivement un plan sur une plus grande durée. Effectivement, on retombe dans les classes de parties affectées, on retombe un peu dans l'esprit des procédures de prévention amiable. C'est qu'en fait, on est dans quelque chose d'un peu mixte parce qu'il y a une part à la négociation et si effectivement les 2/3 des créanciers d'une classe effectivement considèrent que le plan effectivement leur convient, ils vont pouvoir effectivement imposer au sein de leur classe le dit plan en votant à plus des 2/3. Et sans rentrer trop dans le détail, cette loi permet également, à travers une application dite interclasse, de faire imposer un plan aux classes de créanciers les moins, les moins protégées, les moins garanties. Et bien effectivement, les classes de créanciers qui seraient entre guillemets dites dans la monnaie pourraient, de par leur vote, imposer les votes aux créanciers des classes inférieures. Donc vous voyez en fait, quand on rentre dans la logique des constitutions de classes de parties affectées, autant le faire parce qu'on va en reparler tout à l'heure, on voit qu'en réalité, ces classes de parties affectées leur constitution repose sur une notion de communauté d'intérêt à l'intérieur de chacune des classes. Donc pour citer quelques exemples, on peut considérer qu'il y a une communauté d'intérêt entre des créanciers par exemple privilégiés et qu'il y a une communauté d'intérêt à l'intérieur d'un groupe de créanciers dits chirographaires, qui n'auraient aucun privilège. On pourrait faire des classes de parties affectées beaucoup plus précises en considérant par exemple que parmi des créanciers privilégiés, eh bien, certains créanciers privilégiés sont par exemple titulaires d'hypothèques sur un bien immobilier. Eh bien, par exemple, on pourrait imaginer qu'une classe de parties affectées soit constituée à travers les créanciers titulaires effectivement de ces hypothèques sur un bien immobilier et constituer une classe dédiée, par exemple, effectivement, à cette communauté d'intérêt, à savoir des créanciers titulaires d'un droit hypothécaire sur un immeuble. Et dès lors qu'on peut jouer sur ce vote-là de la majorité des 2/3, on peut imaginer quand même que la constitution de la classe partie affectée n'est pas anodine. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, je suppose, on doit rechercher cette communauté d'intérêt, mais effectivement, ça rentre là aussi dans la stratégie. Et qui a la main pour ça? C'est l'administrateur judiciaire. Alors effectivement, je dirais qu'il y a effectivement une notion d'ingénierie dans la constitution de ces classes de parties affectées à deux niveaux. D'abord dans la constitution des classes, comme vous venez de l'évoquer, mais également et ensuite dans l'élaboration des modalités de vote des classes de parties affectées. Car effectivement, c'est à deux niveaux que l'administrateur judiciaire, parce que c'est ça la réponse à votre question, que à deux niveaux, l'administrateur judiciaire va avoir un rôle prépondérant dans la gestion de ces classes de parties affectées. D'une part, parce que c'est lui, et généralement en accord bien entendu avec le chef d'entreprise et son équipe, mais c'est lui qui va effectivement suggérer la constitution de ces classes et finalement, vous l'avez compris, une segmentation du passif qui va effectivement regrouper par communauté d'intérêt, c'est le terme employé par la loi, les créanciers en différentes classes. Et au-delà de cette constitution des classes,
c'est l'administrateur judiciaire qui va fixer les modalités de vote, à savoir, effectivement, on peut faire très basique en disant 1 euro, une voix, mais on peut faire beaucoup plus compliqué. Et là aussi, il y a effectivement une ingénierie à, on va dire, conceptualiser non seulement la constitution des classes, mais également les modalités de vote. Et le tribunal a un regard sur la constitution des classes de partis affectés? Alors effectivement, il y a un contrôle du tribunal effectivement qui sera donc à examiner effectivement. L'administrateur n'est pas totalement libre. Effectivement, s'il y avait une violation effectivement des intérêts des créanciers, il y a des recours et il y a effectivement un contrôle de la part du tribunal. D'accord, très bien. Merci maître. Donc bon, on a vu donc 2 modalités. Elles sont toutes quand même très différentes, hein, selon qu'on est dans le droit commun ou selon le fait qu'on est dans la constitution des classes affectées. Par contre, quels seront les effets du plan de sauvegarde? Alors, sur les effets du plan de sauvegarde, on va dire le plan de sauvegarde, d'abord, il s'impose à tous. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'on soit effectivement dans un plan imposé directement par le tribunal ou que l'on soit par un tribunal qui constate un vote de parti affecté qui effectivement emporte l'homologation parce que le vote des 2 tiers a été atteint, eh bien effectivement, ce jugement, il s'impose à l'ensemble des créanciers de la procédure dans les procédures de sauvegarde. Le débiteur va retrouver finalement son caractère in bonis. Voilà, donc entre guillemets, la procédure va être, le jugement étant homologué, il sort de la procédure. L'administrateur va effectivement interrompre sa mission de surveillance ou d'assistance. Et finalement, le contrôle qui demeurera est un contrôle par le commissaire à l'exécution du plan, mais effectivement, l'entreprise sort de la procédure à proprement parler. Ensuite, effectivement, il faut savoir que à l'origine, c'est-à-dire dans la loi de sauvegarde de 2005, ce fameux plan de sauvegarde qui a été homologué voyait une inscription pour toute sa durée sur effectivement le RCS, le registre du commerce et des sociétés. Donc, la société était entre guillemets marquée pendant 10 ans comme étant en cours de plan. Désormais, effectivement, cette durée de publicité a été limitée à 2 ans, ce qui permet effectivement aux entreprises qui auront dépassé ce délai-là dans le cadre de leur plan de voir disparaître cette mention et effectivement de retrouver, si je puis dire, vis-à-vis de l'écosystème, une situation identique à celle d'une société qui n'aurait pas connu la procédure. Ça, c'est quand même une avancée. C'est tout de même une avancée. Même si, en pratique, effectivement, on se rend compte, malgré tout, que les créanciers du plan, et je pense notamment aux établissements financiers qui sont pris dans le plan, eh bien, effectivement, on constate que l'accès au crédit vis-à-vis, effectivement, de ces créanciers établissements financiers, voire même d'autres établissements financiers, n'est pas toujours aisé dans le cadre des plans de sauvegarde. On voit aussi que la procédure de sauvegarde protège les cautions. Alors oui, tout à fait, ça a toujours été le cas. C'est vrai qu'effectivement, si je puis dire, l'avantage qui était donné aux chefs d'entreprise, qui était en anticipation et qui allait effectivement vers une procédure de sauvegarde sans attendre d'être en état de cessation des paiements, eh bien, il était entre guillemets récompensé parce que les cautions personnelles et les co-obligés, qui sont des personnes physiques, eh bien, ces différentes personnes vont bénéficier des délais du plan. Ça veut donc dire que l'entreprise, dès lors qu'elle respecte son plan, eh bien, protège son propre créancier protège son propre dirigeant, car en pratique, effectivement, le dirigeant ne peut pas être appelé en paiement pendant toute la durée du plan, dès lors qu'il est respecté. Dernier avantage, et là aussi, effectivement, c'est quelque chose qui est issu d'un arrêté du 8 juillet 2021. Nous avons effectivement un avantage là, non pas pour les dirigeants caution et co-obligés, mais un avantage pour les partenaires financiers qui ont octroyé des PGE à l'entreprise placée en sauvegarde. Eh bien, effectivement, il a été indiqué dans cet arrêté que je viens de citer que les établissements financiers continuaient à bénéficier de la garantie de l'État dès lors effectivement que la restructuration du prêt, du PGE, le rééchelonnement du PGE est, entre guillemets, la conséquence d'un plan de sauvegarde. Donc, vous voyez, l'établissement financier, il n'est pas pénalisé dans le cadre de sa garantie par l'État. Tout au contraire, effectivement, il peut voir rééchelonner cette créance et il conserve effectivement la garantie de l'État en cas de défaillance. C'est également le cas en cas de conciliation. C'est également, effectivement, nous l'avions cité quand on avait parlé de la conciliation, c'est important de le rappeler. En réalité, c'est, on va dire, cette conservation du bénéfice de la garantie de l'État
est une des conséquences de l'onction judiciaire, si je puis dire. Le fait effectivement que ce rééchelonnement soit un rééchelonnement constaté par la décision de justice qui homologue le plan, tout comme une décision de constat ou d'homologation en conciliation, eh bien c'est ça qui permet effectivement aux établissements financiers de conserver, ce qui est quand même un avantage extrêmement important pour eux, effectivement la garantie de l'État. Alors, juste à titre d'illustration, nous avons mis en pièce jointe donc à cette conférence un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2022. Alors, il ne s'agit pas d'une procédure de sauvegarde, il s'agit d'une procédure de sauvegarde accélérée, mais le principe est le même concernant la constitution de classes de parties affectées. Donc, c'est pour vous donner un exemple de constitution de classe de parties affectées et de fonctionnement de la classe. Et vous verrez donc, il y a même le résultat de consultation des classes qui figure dans ce jugement. Donc, il est assez intéressant compte tenu du fait qu'on n'a pas encore véritablement de recul sur le fonctionnement des classes de parties affectées, puisqu'elles ont été donc créées par ordonnance du 15 septembre 2021. Voilà, donc vous trouverez à titre d'illustration ce jugement en téléchargement. Alors, justement, on en parle, allons-y. Parlons peut-être de la procédure de sauvegarde accélérée, qui, elle, va permettre véritablement de travailler sur la restructuration de l'endettement et qui peut, c'est là qu'on parlait tout à l'heure de procédure semi-collective, qui peut ne concerner donc qu'une partie des créanciers de l'entreprise. Alors, c'est tout à fait ça. On est sur la sauvegarde accélérée. Alors, en fait, la sauvegarde financière accélérée n'existe plus. La sauvegarde financière accélérée, ça n'est qu'une variante à l'intérieur de la sauvegarde accélérée, mais elle n'a plus d'existence autonome. En fait, la procédure de sauvegarde accélérée, il faut d'abord retenir que c'est une procédure qui est obligatoirement précédée d'une procédure de conciliation. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la procédure de sauvegarde judiciaire classique. Là, il n'y a aucune obligation à ce que cette procédure soit précédée par une procédure de prévention. Ça peut être le cas, mais ça n'est absolument pas une obligation. Là, en revanche, on ne peut pas accélérer à une procédure de sauvegarde accélérée si, effectivement, on n'a pas bénéficié d'une procédure de conciliation en amont. Alors, là-dessus, effectivement, je rajouterai un autre élément, mais pour l'anecdote, c'est qu'effectivement, vous retenez de notre propos sur la sauvegarde judiciaire que l'on n'a pas le droit d'être en état de cessation des paiements en étant en sauvegarde judiciaire. Comme on peut être en état de cessation des paiements en rentrant en conciliation, à condition que ce soit depuis moins de 45 jours, et bien là, effectivement, vous l'avez compris, on pourrait accéder à une sauvegarde accélérée tout en ayant été en état de cessation des paiements en amont, ce qui n'est pas le cas dans la sauvegarde judiciaire classique. Alors, pour rentrer un peu dans les conditions d'accès, bon, on a d'abord, il s'agit d'une procédure qui est une procédure, on va dire, volontaire. Vous l'avez compris, la conciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à un chef d'entreprise, c'est lui qui va la demander spontanément, si je puis dire, auprès du président du tribunal. Et effectivement, bah, la sauvegarde accélérée n'est que, je dirais, l'étape d'après. Donc, bien entendu, c'est une procédure qui, elle aussi, est une procédure strictement volontaire. Personne ne peut imposer une sauvegarde accélérée à telle ou telle entreprise. Nous avons également une deuxième chose qui est intéressante, c'est que les procédures de sauvegarde accélérée et de sauvegarde financière accélérée historiquement étaient des procédures qui étaient soumises à des seuils. Ces seuils ont disparu. Désormais, effectivement, la procédure peut être ouverte sur une entreprise, quelle que soit sa taille. On peut être une TPE et bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée. Par contre, effectivement, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut que non seulement il y ait eu ouverture d'une procédure de conciliation, mais il faut également qu'un projet de plan ait pu être élaboré pendant cette période de conciliation pour pouvoir permettre de justifier d'une capacité à assurer la pérennité de l'entreprise à l'issue d'un plan homologué dans le cadre de la sauvegarde accélérée. Donc vous le voyez effectivement, on est dans un degré d'exigence qui est déjà important. Cette procédure de conciliation doit avoir abouti à un projet de plan qui soit crédible pour pouvoir être présenté très rapidement après l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Autre élément, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable pour pouvoir accéder à ce type de procédure. Dernier point, et qui est quand même extrêmement important en termes de conditions d'accès, c'est que tout à l'heure, nous abordions la durée de la procédure de sauvegarde, 2 fois 6 mois, vous vous en souvenez. Là, nous sommes sur une période d'observation qui est de 2 mois maximum, renouvelable seulement une fois. Donc, on parlait de 12 mois tout à l'heure, nous parlons de 4 mois maximum
dans cette procédure. On comprend pourquoi la procédure a été conçue pour fonctionner avec une conciliation préalable, hein, ça se comprend, hein, vu le délai court de la période d'observation. Absolument. Alors, là aussi, voyons les effets de la procédure sur les créanciers tout d'abord. Alors, les effets sur les créanciers, on est sur une procédure où il faut retenir que, à l'occasion justement de la conciliation, il va être déterminé à travers la constitution des fameuses classes de parties affectées, quels sont les créanciers qui seront affectés par la procédure et quels sont ceux qui ne le seront pas. À titre d'exemple, le jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a été cité tout à l'heure, si vous le regardez, vous verrez qu'effectivement, en particulier, les créanciers publics ne sont pas intégrés, tout comme quelques créanciers privés également limitativement énumérés. Eh bien, ces créanciers ne sont pas affectés par l'ouverture de la sauvegarde. C'est donc en fait, ils sont payés à leur échéance. Donc finalement, quand on dit que, par exemple, on n'intègre pas les créanciers publics dans une classe de parties affectées, ça veut dire que les URSSAF, les TVA, les impôts sur les sociétés se payent à leur échéance comme si la société n'était pas placée en procédure. Donc vous le voyez déjà, grande originalité, un choix à faire entre les créanciers que l'on va affecter par le plan et donc par la procédure et ceux qui ne sont pas affectés. Ensuite, eh bien, on re-rentre, si je puis dire, dans ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cadre de la préparation du plan en amont dans la procédure de conciliation, eh bien, effectivement, ce conciliateur, qui est généralement, effectivement, on le verra, un administrateur judiciaire, il va se projeter dans ce qui sera l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée et il va donc, effectivement, essayer de bâtir avec l'équipe de crise un projet de plan qui soit susceptible d'être voté dans les délais très courts que nous venons d'aborder à la majorité des 2/3. Donc vous voyez que cette conciliation qui précède la procédure de sauvegarde accélérée est une phase très active, non seulement dans l'élaboration du projet de plan, mais également dans les sollicitations qui peuvent être adressées aux créanciers pour se donner les meilleures chances de réussir dans les délais très courts que nous avons abordés. Et alors justement, sur la gestion d'entreprise, on voit donc, vous l'aviez dit, que le conciliateur étant généralement nommé administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde. Et donc là, on est plutôt sur assistance ou surveillance, ou l'un ou l'autre en fonction du cas, ou quelle est la mission de l'administrateur? Alors, je crois qu'il faut distinguer effectivement la philosophie de la procédure de sauvegarde accélérée de celle de la sauvegarde ou du redressement judiciaire. Ce ne sont pas des procédures de réorganisation de l'entreprise, ce sont des procédures de traitement de la dette. Donc en pratique, effectivement, on va dire les modalités de restructuration de la dette sont envisagées par le conciliateur et en réalité, la logique, c'est que effectivement, il y ait une continuité dans l'action du conciliateur par celle de l'administrateur judiciaire. C'est ce qui fait que généralement, ce sont des administrateurs judiciaires qui sont désignés pour avoir justement cette continuité, c'est-à-dire une élaboration du plan par celui qui sera appelé à le faire voter dans le cadre de la sauvegarde accélérée ultérieure. Alors, ce qui peut paraître effectivement original, c'est qu'effectivement la procédure de sauvegarde accélérée est rattachée à la procédure de sauvegarde quant à la mission de l'administrateur judiciaire. C'est donc que l'administrateur judiciaire, effectivement, va pouvoir être investi comme en sauvegarde d'une mission de surveillance ou d'une mission d'assistance. Bon, en pratique, la mission est tout de même allégée parce qu'il y a un certain nombre, notamment de rapports qui ne seront pas à déposer par rapport à une mission de sauvegarde classique. Mais effectivement, le législateur a considéré qu'effectivement, on restait dans une mission de l'administrateur judiciaire à l'identique de ce qui pouvait être en sauvegarde classique. Peut-être que le poids des créanciers qui sont concernés par la procédure est un élément que regarde le tribunal avant de décider de la mission de l'administrateur, je suppose, non? Alors, je me garderai bien de me projeter dans ce qui pourrait être les critères d'un tribunal parce que tout dossier est un cas d'espèce différent. En pratique, je crois qu'effectivement, une mission de simple surveillance me paraît tout à fait adaptée à la mise en œuvre des classes de comité de créanciers. Et pour ma part, je ne vois pas trop l'intérêt pour une période limitée à 2 mois que d'essayer de participer à la gestion de l'entreprise parce qu'en fait, ça n'est pas ça véritablement l'enjeu, comme dans une procédure de sauvegarde, parce qu'en réalité, la restructuration, elle est strictement financière ou elle est strictement au niveau des créanciers. Et concernant la gestion sociale de l'entreprise, bon, je suppose que la GES n'intervient pas dans cette procédure. Alors absolument, voilà, on est dans une procédure qui effectivement, non seulement, retenez l'idée, c'est qu'il n'y a pas de droit dérogatoire en matière sociale dans le cadre d'une entreprise qui demande à bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée.
Donc, c'est le droit commun qui s'applique, même en matière de licenciement économique, si effectivement il devait y en avoir. Et là, effectivement, à la différence de la sauvegarde que je citais, de la sauvegarde classique, sauvegarde judiciaire qu'on citait tout à l'heure, eh bien, effectivement, l'action de l'AGS n'est pas prévue. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir de prise en charge, par exemple, il ne peut pas y avoir de prise en charge des indemnités de licenciement économique dans le cadre de ce type de procédure. Très bien. Alors, quelles sont maintenant les modalités d'élaboration du plan dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée? Alors, on va redire finalement ce qu'on disait tout à l'heure dans la sauvegarde judiciaire. En pratique, finalement, il faut retenir d'abord la chose importante, c'est que, vous vous en souvenez, il n'y a pas de notion de seuil. Donc là, on va dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, les modalités de plan sont soumises en sauvegarde accélérée à la constitution des classes de parties affectées et effectivement au vote de ces classes de parties affectées. Donc, on retrouve à peu près la même architecture que ce qu'on s'est dit tout à l'heure sous cette réserve-là. Effectivement, l'administrateur, ou plutôt le conciliateur, a déjà réfléchi à la constitution des différentes classes. Il a élaboré le projet de plan qui devra être soumis au vote dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée. Et vous l'avez compris, il y a des délais de convocation et ensuite, effectivement, il peut y avoir une ou plusieurs réunions pour faire voter ces classes. L'objectif, c'est qu'effectivement, on ait pu effectivement faire voter les classes avant le terme des 2 mois ou, si ça n'est pas le cas, avant le terme des 4 mois, en demandant un renouvellement pour 2 mois au tribunal, effectivement, si effectivement les 2 premiers mois n'y ont pas suffi. On voit quand même, il y a une certaine logique dans cette constitution obligatoire des classes. On est quand même sur une procédure qui est faite pour trouver une solution ciblée sur un nombre de créanciers relativement ciblé. Et donc, le fait de constituer obligatoirement les classes, c'est quand même une façon de contraindre un petit peu quand même à la sortie les créanciers, d'une certaine façon, plus que s'ils étaient individualisés. Disons, c'est un esprit différent. Je crois qu'on est vraiment dans une logique différente de ce qu'on se disait dans une vision, on va dire, d'un traitement collectif. Là, on est sur un plan qui est, on va dire, taillé un peu sur mesure, taillé sur mesure pour l'entreprise dont on parle et en fonction de ses créanciers. Et effectivement, la réflexion devra porter effectivement sur, à travers les échanges qui auront pu avoir lieu dans le cadre de la conciliation, sur finalement quel est le point d'équilibre, quel est le point d'équilibre où on est à peu près sûr d'obtenir un vote des 2 tiers dans chacune des classes qu'on aura définies. Voilà. Et c'est ça le travail qu'on va faire en conciliation peut-être, et qui sera préalable justement à la constitution des classes et qui va rentrer en ligne de compte, je pense, dans les catégories qui vont être ensuite décidées par l'administrateur judiciaire. C'est tout à fait ça. Alors c'est vrai que si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, parce qu'effectivement la grande originalité de cette procédure, ou plutôt des classes de parties affectées, c'est ce qui s'appelle en droit anglo-saxon le cross-class cram-down, à savoir effectivement la possibilité pour les classes de créanciers les plus élevés d'imposer un plan, je le citais tout à l'heure. Donc là, effectivement, vous l'avez compris, on est sur finalement une répartition des créanciers dans les classes qui sont affectées par la procédure et donc par le plan. On est dans une répartition qui peut avoir un caractère stratégique de manière à prévoir que les classes les plus élevées puissent éventuellement imposer un plan aux classes d'un niveau inférieur. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de cela parce qu'il y a des critères juridiques très précis. Ça suppose effectivement de vérifier justement si effectivement les critères sont bien remplis. Mais retenez l'idée qu'effectivement, il me semble que c'est probablement la première fois dans les procédures applicables que l'on peut effectivement donner à certains créanciers la possibilité de prendre la main non seulement effectivement à la majorité des 2 tiers, on en a déjà parlé, mais surtout certains créanciers de classe élevée qui pourraient effectivement imposer un choix à des créanciers de classe inférieure dès lors effectivement que ce serait l'esprit de cette application interclasse. Oui, l'esprit, c'est de dire que si un créancier donne la monnaie, c'est-à-dire s'il bénéficie non seulement d'une garantie, mais qu'en plus, il est capable d'avoir le bénéfice de cette garantie en cas d'acquisition d'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir une garantie et puis ne pas avoir d'actifs de l'entreprise et ne pas pouvoir faire jouer cette garantie. Donc, dans l'hypothèse où il a la monnaie, ça veut dire qu'il a la garantie, mais qu'il peut aussi espérer en cas de liquidation que cette garantie soit honorée. Donc, on part du principe que dès lors qu'un créancier donne la monnaie,
et qu'il accepte le plan, forcément, il entraîne quelque part dans cette décision, alors qu'il serait tout aussi avantagé que l'entreprise soit liquidée, de fait de ses garanties, il entraîne quand même un petit peu avec sa décision le choix des autres créanciers quelque part. Alors, je vais approcher ce sujet avec beaucoup de modestie parce qu'il faut savoir qu'effectivement, ces constitutions de classes de parties affectées sont effectivement une grande innovation et pour l'instant, nous n'avons que quelques applications dont le jugement qui a été communiqué en pièces jointes de cette conférence. Mais retenez l'idée effectivement que on est effectivement quand on parle d'application interclasse, il faut retenir l'idée qu'il conviendrait de faire une estimation de la valeur de l'actif de l'entreprise en cas de liquidation, comme ça vous venez de l'évoquer. Donc, faire une estimation, donc du coup, un prestataire qui effectivement sera chargé d'estimer la valeur de cette entreprise. Et dès lors qu'on a estimé la valeur de l'entreprise dans le cadre, par exemple, d'un plan de cession ou d'une liquidation judiciaire, eh bien, effectivement, dès lors, on peut vérifier quels seraient les créanciers qui ont une chance d'être payés dans l'hypothèse, par exemple, d'un plan de cession, et ceux qui n'ont aucune chance d'être payés. Et la philosophie que je lis à travers, effectivement, cette procédure nouvelle, c'est de permettre à ces créanciers qui sont dits dans la monnaie parce qu'ils sont susceptibles d'être payés, y compris dans ces hypothèses-là, eh bien, on leur confère un droit de choisir, effectivement, et voire d'imposer à ceux qui n'ont aucune chance d'être payés dans l'hypothèse d'une cession d'entreprise. Voilà la très grande originalité de cette application interclasse qui nous vient tout droit du droit anglo-saxon. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a à peu près, on a parlé sans forcément lire notre diapo, mais on a à peu près tout dit. Simplement, peut-être rajouter qu'il peut y avoir aussi des créanciers qui ne sont pas dans une classe, qui seraient payés en dehors des dispositions du plan, bien entendu, puisqu'ils ne seraient pas cités rien à la procédure de sauvegarde accélérée. Tout à fait. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans l'exemple qui a été communiqué. Voilà, il peut y avoir par exemple un fournisseur stratégique qui conviendrait par exemple d'exclure parce qu'effectivement, si on le bloque dans la procédure, eh bien tout simplement l'activité s'arrête, si on prend cet exemple-là. Une petite précision aussi peut-être, vous le précisez dans le slide, mais le fait que la procédure soit très courte nous oblige à peut-être avoir un formalisme plus allégé sur la détermination des créances. Alors oui, en réalité, bon, tout ça repose d'ailleurs sur la préparation en amont dans le cadre de la conciliation, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit arriver à ces procédures avec une liste des créances qui a été établie, qui est remise immédiatement au tribunal. Et donc, en pratique, effectivement, je dirais le travail de l'expert comptable dans ces dossiers va être extrêmement exigeant parce qu'on va travailler en temps réel et effectivement, même si on décide de ne pas soumettre certains créanciers aux règles des classes de parties affectées et donc au vote d'un plan, eh bien encore faut-il quand même pouvoir effectivement donner au tribunal une vision de ce qu'est le passif actualisé à la date d'ouverture de la procédure. Et donc, juste une petite coquille, vous nous excuserez dans la diapo, parce qu'on a marqué en cas de constitution de classe de partie affectée, le plan n'est pas limité à 10 ans. Bon, là, on est forcément en classe de partie affectée. Donc, alors, tout à fait. Donc le en cas n'était pas forcément approprié. Donc, quels sont les effets du coup du plan de sauvegarde accéléré par rapport aux cautions, par rapport aux investissements financiers qui ont octroyé le PGE, etc. Alors voilà, on est sur des effets qui sont, on va dire, identifiés. Donc d'abord, la première chose, bon, les cautions éco-obligées voient effectivement leur bénéficier des délais et du plan, donc effectivement, et des modalités du plan. Donc a priori, effectivement, ils peuvent se prévaloir des modalités d'appurement. Les établissements financiers, comme on l'a vu tout à l'heure dans la sauvegarde classique, eh bien là aussi, effectivement, ils continuent à bénéficier de la garantie de l'État au titre des PGE. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des abandons partiels qui soient imposés au titre des engagements de PGE. Dans une telle hypothèse, la garantie de l'État, a priori, jouerait. Et effectivement, pour ce qui est du solde des PGE qui ne serait pas effectivement intégré dans le plan, eh bien, nécessairement, cette part des PGE continuerait à bénéficier de la garantie de l'État de par le jugement qui homologuerait ce plan. Au-delà de ça, effectivement, nous avons les mêmes règles qu'en matière de sauvegarde concernant la durée des publicités du plan. On est effectivement sur un plan dont la durée des publicités va durer 2 ans et non pas sur toute la durée du plan.
Et effectivement, il faut retenir aussi que si la procédure de sauvegarde accélérée effectivement n'aboutissait pas à l'homologation d'un plan, eh bien, il n'y a pas de conversion automatique dans une autre forme de procédure, par exemple en redressement judiciaire. Voilà, le chef d'entreprise qui n'a pas pu mettre en place le plan de sauvegarde accéléré avec l'aide de l'administrateur judiciaire au cours des 4 mois, eh bien, il se retrouve, si je puis dire, dans la même situation qui était la sienne antérieurement. Il n'est pas, entre guillemets, prévu que le tribunal s'auto-saisisse pour l'ouverture de toute autre procédure. Donc voilà pour la procédure de sauvegarde accélérée. On va maintenant peut-être parler d'une procédure également récente, la procédure de traitement de sortie de crise, qui va permettre donc au TPE d'obtenir en moins de 3 mois un rééchelonnement de l'intégralité de la dette sur 10 ans. Donc, quelles sont les conditions d'accès à cette procédure nouvelle? Alors, cette procédure de traitement de sortie de crise, il faut retenir qu'elle est issue des ordonnances Covid et qu'effectivement, le législateur l'a pérennisée pour une durée limitée, à savoir jusqu'en 2023. On est sur une procédure qui est à durée limitée. C'est quelque chose déjà d'assez nouveau. Voilà, elle est prorogée, mais si je puis dire, elle est peut-être en période d'essai. Elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle est totalement méconnue. Elle est totalement méconnue, alors pour des raisons d'abord, on va dire, liées à sa jeunesse, si je puis dire. Elle est très peu ancienne. Et effectivement, pour l'instant, semble-t-il, les praticiens ne se la sont pas vraiment appropriés. On cite le nombre d'une vingtaine de procédures, à peine plus, ouvertes depuis que la loi a été effectivement, l'ordonnance a été rendue. Donc vous le voyez, 20 procédures, c'est probablement plus que les procédures de sauvegarde accélérée, mais c'est quand même extrêmement faible compte tenu de l'attrait que peut revêtir cette procédure. Alors, regardons ces conditions d'accès et vous jugerez par vous-même effectivement de son intérêt pour les entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Donc la première des choses, c'est de dire que l'ouverture de la procédure ne peut pas se faire en dehors d'un certain contexte. D'abord, la première des choses, c'est que c'est réservé à des entreprises qui, avant la crise économique et sanitaire, fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes et cela doit permettre de rebondir grâce à une restructuration de leurs dettes. Donc on comprend à travers ça qu'effectivement une entreprise qui aurait été structurellement déficitaire bien avant la crise du Covid pourrait ne pas se voir reconnu le bénéfice de cette procédure. Deuxième chose, la société doit être en état de cessation des paiements. Donc là, vous voyez, à l'inverse de ce qu'on se disait tout à l'heure en sauvegarde, où on ne doit pas être en état de cessation des paiements, et là où on disait en sauvegarde accélérée, on pourrait être en état de cessation des paiements de moins de 45 jours avant l'ouverture de la conciliation, là, c'est obligatoire, on doit être en cessation des paiements. Si on n'est pas en cessation des paiements, on ne peut pas bénéficier de cette procédure. On doit ensuite, et c'est ça d'ailleurs un des degrés d'exigence qui fait peut-être que son succès est limité, on a une exigence qui pourrait probablement être comparable à celle qu'on a évoquée tout à l'heure en sauvegarde accélérée. La comptabilité doit être sincère, fidèle et à jour. Donc l'entrepreneur qui, avec son expert comptable, n'a pas effectivement une possibilité de justifier au tribunal que les derniers comptes sociaux sont déposés, qu'il a une comptabilité enregistrée à jour au dernier jour avant l'ouverture de la procédure, eh bien effectivement, il pourrait se voir refuser l'ouverture de la procédure. On a également un autre critère, c'est le fait qu'il y ait une chance sérieuse de présenter un plan de redressement, un plan de continuation. Donc effectivement, une entreprise qui serait dans une situation irrémédiablement compromise, eh bien le tribunal n'aurait pas vocation à ouvrir cette procédure, car effectivement, elle est faite s'il existe des chances de retournement. Alors ensuite, les autres critères sont essentiellement, il y a deux critères qui sont liés à la taille de l'entreprise. C'est une procédure qui a été taillée sur mesure pour les TPE. Voilà. Elle a été pensée par, je pense, les rédacteurs de l'ordonnance. Elle a été pensée parce qu'elle devait effectivement permettre à des entreprises de moins de 20 salariés, avec des passifs inférieurs à 3 millions d'euros, ce qui n'est tout de même pas une paille, eh bien, de pouvoir bénéficier d'une procédure extrêmement rapide et efficace pour restructurer et rééchelonner les dettes. Nous sommes dans une procédure qui est une procédure volontaire. On ne peut pas se voir imposer une procédure de traitement de sortie de crise comme la procédure de sauvegarde et comme la procédure de sauvegarde accélérée que nous avons vue tout à l'heure.
Et le dernier critère, mais qui est également une de ses exigences, et peut-être là aussi une des raisons de son manque de succès, la période d'observation ne peut pas excéder 3 mois. Donc, étant donné qu'elle est à l'initiative du débiteur et qu'elle n'est offerte qu'à des entreprises qui sont en état d'association des paiements, c'est une alternative au RJ. D'ailleurs, qu'on réagit dans les 45 jours. Alors, effectivement, c'est une alternative qui, effectivement, est une alternative exigeante. C'est qu'effectivement, le chef d'entreprise qui est en capacité de bâtir, et n'ayons pas peur de le dire, vraisemblablement dans le cadre d'une procédure de conciliation en amont. Parce qu'effectivement, vous avez compris que comme on doit être en état de cessation des paiements, en amont, on ne peut pas être en mandat ad hoc, on doit être en conciliation. Donc, effectivement, si on doit avoir, je dirais, une logique, même si elle n'est pas exigée par le législateur, mais on pourrait voir une logique dans le fait de dire on va se placer en conciliation et à l'occasion de la procédure de conciliation, on se dit qu'il est préférable d'aller dans une procédure de traitement de sortie de crise plutôt que d'aller dans un redressement judiciaire. Et donc, on bâtit avec le conciliateur qui là aussi devrait logiquement être à la fois l'administrateur et le futur mandataire à la procédure, eh bien effectivement, on bâtit un projet de plan de manière à ce qu'on puisse remettre sur le bureau du président du tribunal quand on va demander l'ouverture de la procédure, tant la comptabilité à jour que ce qui sera l'état des passifs, très important, comme on l'a dit tout à l'heure également dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, mais également ce qui serait déjà l'ébauche d'un projet de plan, vu la brièveté, 3 mois, de la durée de la procédure. Oui, rappelons quand même que dans la période de conciliation, le débiteur est protégé. C'est-à-dire que s'il atteint cet état de cessation de paiement, même s'il dépasse les 45 jours, il n'est pas tenu d'aller déclarer son état de cessation de paiement au tribunal puisqu'il est protégé par la conciliation, ce qui lui permet de solliciter cette procédure parce que justement, il n'aura pas été amené à déclarer son état de cessation de paiement au tribunal. Alors, on va dire, on pourrait imaginer plusieurs cas de figure parce qu'effectivement, on pourrait rentrer en conciliation dans le seul dessein de bâtir une procédure de traitement de sortie de crise. On peut aussi être en conciliation pour négocier avec ses créanciers et finalement, en voyant que la négociation échoue, s'orienter en disant, bon, mais plutôt qu'un redressement judiciaire classique avec effectivement une période d'observation qui va durer 6 mois, on va essayer d'être beaucoup plus discret avec une procédure beaucoup plus courte et beaucoup plus méconnue, parce qu'effectivement, voilà, finalement, l'écosystème, quand on parle de procédure de traitement de sortie de crise, on peut considérer que très peu d'interlocuteurs vont comprendre qu'il s'agit d'une procédure collective. Ou semi-collective, parce qu'elle est semi-collective en l'occurrence. Mais donc, effectivement, ça permet peut-être un choix d'une procédure qui est moins identifiée par l'écosystème, qui est surtout beaucoup plus courte, parce que 3 mois, c'est un maximum, on va en parler tout à l'heure. Ok. Alors, quels sont les effets de la procédure sur les créanciers? On va continuer avec le même plan sur les 4 procédures. Alors, effectivement, les effets sur les créanciers, d'abord, on est sur une procédure qui, effectivement, peut être semi-collective, à l'identique de la procédure de traitement de sauvegarde accélérée dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on peut effectivement, même si ce n'est pas forcément un sujet sur lequel tous les auteurs sont d'ailleurs d'accord, certains pensent qu'effectivement, l'omission de quelques créanciers dans les propositions de plan, effectivement, ne remet pas en question la validité de la procédure. D'autres peuvent considérer qu'effectivement, qu'il ne faut pas abuser effectivement de l'exclusion, mais sur le principe, aujourd'hui, effectivement, le créancier qui n'est pas circularisé dans le cadre du plan, eh bien, il n'est pas soumis à la règle du plan. C'est ce que l'on peut effectivement conclure à la lecture des textes. Là-dessus, effectivement, on est sur une opération de vérification du passif qui est très allégée. Ça ne veut pas dire qu'elle soit moins exigeante. En redressement judiciaire, on sait très bien qu'il y a la procédure de vérification du passif qui est menée par le mandataire judiciaire et qui va pouvoir s'échelonner tout au long de la période d'observation, parfois effectivement sur la deuxième période d'observation. Là, on est sur une exigence qui est de déposer une liste la plus précise possible et elle doit être déposée dans les 10 jours auprès du greffe du tribunal pour permettre au mandataire unique, parce que finalement, dans cette procédure, l'originalité aussi par rapport au redressement judiciaire et à la sauvegarde, c'est qu'il y a un seul professionnel qui mène à la fois la vérification du passif, mais également qui élabore le plan. Donc ça, c'est presque une résurgence de l'ancien syndic de faillite, c'est qu'effectivement, c'est le même praticien qui a été vraisemblablement, on va dire, à l'origine du plan, qui va mener les deux aspects. Il va gérer la vérification du passif, il va assister effectivement le chef d'entreprise et on est dans une mission généralement qui est une mission de simple surveillance, il n'y a pas d'immixion dans la gestion dans ces procédures-là, mais effectivement on va bâtir un plan et vous l'avez compris, on va le diffuser auprès des créanciers antérieurs. Voilà. Là-dessus, ce qu'on peut dire d'autre effectivement, c'est que
les créanciers auront un mois pour effectivement, à compter du jugement d'ouverture, demander l'actualisation de la créance ou contester le montant de la créance qui a été indiqué par le mandataire à la procédure de traitement de sortie de crise. Et effectivement, ensuite, on retrouve un cours classique, c'est-à-dire, effectivement, on se retrouve devant le juge commissaire pour vérifier ces créances-là. Voilà. La consultation dans le cadre du plan, eh bien, effectivement, il faut savoir que cette consultation, elle peut être réduite à 15 jours. C'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure que finalement, 3 mois pouvaient être parfois un délai maximum. Oui. Si finalement, on a bien travaillé, par exemple, dans le cadre d'une conciliation, on arrive au tribunal avec une liste des créanciers qui est parfaitement fidèle et qui effectivement permet d'écrire aux créanciers et d'avoir, si je puis dire, une confirmation et très peu de contestation. Si le plan a été élaboré en conciliation et qu'il est déposé et diffusé dès la fin du délai de vérification de ces créances, dont on disait tout à l'heure qu'on parlait d'un mois, eh bien on se rend compte qu'avec un délai de consultation du plan qui est réduit à 15 jours, on pourrait imaginer, selon les délais qui seront mis dans le cadre du délibéré par le tribunal à la suite de l'audience qui examinera le plan, on pourrait imaginer que la période de traitement de sortie de crise, la procédure et la période d'observation soient bouclées dans un délai de 2 mois et demi, peut-être 2 mois si on est exceptionnellement rapide. Donc le délai est assez cohérent par rapport à la procédure. C'est vrai. Quels sont les effets maintenant sur la gestion de l'entreprise, sur sa gestion sociale? Alors, les effets sur la gestion de l'entreprise, on va dire, là, on peut être rapide. C'est que d'abord, la première des choses qu'il faut retenir, c'est quand même que le débiteur conserve la possibilité de proposer à l'ouverture de la procédure le nom de l'administrateur qui est chargé effectivement de bâtir le plan et donc et ensuite de le diffuser aux créanciers. Donc, cette possibilité existe. Cet administrateur, il est nommé avec une mission qui ne peut être qu'une mission de surveillance. Donc, en pratique, retenez l'idée, c'est que effectivement, il n'y a pas d'immixtion dans la gestion. Les 2 ou 3 mois de la période de traitement de sortie de crise ne seront pas assortis d'une quelconque immixtion de l'administrateur dans la gestion quotidienne. Sur la gestion sociale, sur la gestion sociale, on est effectivement dans un cas de figure où il n'y a pas d'action de l'AGS. On est exactement dans le même cas de figure que celui de la sauvegarde accélérée dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, on est dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire que les licenciements économiques, eh bien, effectivement, s'ils sont élaborés par l'entreprise dans le cadre ou en parallèle de la procédure de traitement de sortie de crise, eh bien, ils sont gérés comme un licenciement économique d'une entreprise qui ne serait pas en procédure. Très bien. Donc, voyons maintenant peut-être les modalités de constitution, d'élaboration du plan dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise. Alors, on est en pratique d'abord dans un souci d'efficacité, ce qui veut dire qu'effectivement, 3 mois, c'est quand même très court. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que les praticiens préfèrent avoir parfois plus de temps dans des procédures de redressement judiciaire classique. Là, on est enfermé dans un délai très bref et effectivement, la procédure va conduire à étaler la dette sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans. Il faut retenir qu'on est sur les mêmes délais que ceux qui ont été abordés tout à l'heure dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire en dehors des places de parties affectées dont on a parlé. Donc, on est sur le droit commun de la sauvegarde, à savoir effectivement que le tribunal peut imposer, et ce même contre l'avis de toute ou partie des créanciers, un plan qui peut être également un plan progressif sur effectivement l'ensemble des créanciers qui ont été diffusés dans le cadre du plan. Alors, je dis sur les créanciers qui ont été diffusés dans le cadre du plan parce qu'effectivement, s'il y a des créanciers qui n'ont pas été signalés sur la liste de diffusion, eh bien, je l'indiquais tout à l'heure, ils ne sont pas concernés par les modalités du plan, ce qui pourrait être considéré comme un peu inique par rapport à ceux à qui on va imposer ces délais du plan, parce qu'effectivement, entre le fait d'être payé à échéance et le fait d'être payé sur 10 ans, tout le monde comprendra la nuance. Mais en pratique, effectivement, retenons l'idée que, effectivement, c'est là aussi peut-être aussi une faveur qui est donnée à l'entrepreneur qui est en anticipation, qui a effectivement saisi cette procédure suffisamment tôt. Eh bien, effectivement, il peut voir certains créanciers qui sortent effectivement du périmètre du plan. On a ensuite un certain nombre de créances qui ne doivent pas effectivement être concernées par la procédure. Donc, quelles sont ces créances qui ne sont obligatoirement pas concernées par la procédure? Les créances nées de contrat de travail, mais c'est la même chose qu'en sauvegarde. Les créances alimentaires,
les créances d'origine délictuelle ou d'un montant inférieur à 500 euros. On est sur les mêmes choses qu'en sauvegarde et en redressement judiciaire, pas beaucoup d'originalité là-dessus. Il faut retenir que c'est plutôt les créanciers qui n'ont pas été diffusés dans le plan qui sont l'originalité et pas les créances que je viens de citer. Voilà. Vous en rencontrez beaucoup de créances alimentaires dans les sociétés? Très peu, souvent. Les créances alimentaires concerneraient plus l'entrepreneur individuel. Il me semble, oui. Voilà. C'est toujours surprenant de devoir citer les créances alimentaires. Okay. Voilà. Donc, si effectivement, par contre, là, on a une issue de la procédure qui est un peu différente de ce qu'on s'est dit tout à l'heure en procédure de sauvegarde assez accélérée, c'est que si par malchance, on va dire, le plan ne peut pas être homologué dans les 3 mois du jugement d'ouverture de cette procédure, que se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, le tribunal doit mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise. Il n'a pas le choix parce que les dispositions sont d'ordre public. Ce n'est pas 3 mois et plus, c'est 3 mois et c'est tout. Donc, entre guillemets, le jugement actera de la fin de la procédure et il est écrit dans les textes que le tribunal peut être saisi par voie de requête afin d'ouvrir à ce moment-là une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. On sait qu'on était en état de cessation des paiements, donc c'est cohérent effectivement qu'il y ait cette passerelle qui soit prévue parce que on n'était pas obligatoirement en cessation des paiements dans la procédure de sauvegarde accélérée. Là, on est obligatoirement en cessation des paiements quand on entre dans cette procédure-là, d'où, je dirais, l'explication de cette différence. Bien sûr. Quels sont maintenant les effets donc, du plan de traitement de sortie de crise sur l'entreprise, donc sur les cautions comme toujours, et sur les établissements financiers, puisqu'on a toujours cette problématique de PGE qui nous préoccupe? Alors là, on retrouve les mêmes règles que celles qu'on a abordées précédemment. Donc, toujours la possibilité pour les cautions éco-obligées personnes physiques de se prévaloir des délais du plan et donc de ne pas être actionné pendant toute la durée du plan dès lors qu'il est respecté. Là-dessus, effectivement, pour les établissements financiers, même règle que ce que nous nous étions dit. Effectivement, l'établissement financier qui se voit notifier un plan de traitement de sortie de crise, eh bien, même si sa créance est rééchelonnée sur 10 ans au lieu des années restantes sur ce PGE, eh bien, il va conserver la garantie de l'État. Donc, en réalité, cette garantie n'est pas affectée par le rééchelonnement dès lors qu'il est la conséquence d'un jugement homologué par le tribunal. Donc, entre la procédure de sauvegarde, la sauvegarde accélérée et la procédure de traitement de sortie de crise, on voit qu'il y a quand même des solutions pour traiter les PGE en dehors du médiateur du crédit. Il y a quand même tout à fait. Voilà, il y a différentes voies pour effectivement restructurer les PGE, mais dès lors qu'on doit mener une restructuration plus large et qui va concerner d'autres types de créances que les établissements financiers, eh bien effectivement, les procédures que vous venez de citer sont effectivement adaptées. Dernière procédure. Alors peut-être il y a un dernier point qu'on a oublié de dire, mais c'était sur les publicités. Parce qu'effectivement, cette procédure, je conclurai dessus parce que c'est une procédure que j'aime bien. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a également un avantage à choisir cette procédure-là, c'est qu'au bout d'un an, à compter du jugement d'homologation du plan, cette procédure disparaît du registre du commerce et des sociétés. Donc vous voyez qu'effectivement, quand on était en sauvegarde, effectivement, en sauvegarde accélérée ou, et on le verra tout à l'heure en redressement judiciaire, on a effectivement des délais qui sont de l'ordre de 2 ans à compter de l'homologation du plan. Là, vous voyez que c'est ramené à 1 an, donc effectivement, on efface plus vite la marque de la procédure. Bon, c'était important de le rappeler. Il me semble parce que voilà, ça peut être significatif. Tout à fait. Alors justement, voyons maintenant le redressement judiciaire. Donc là, on est sur peut-être la procédure qui offre le moins de potentialité de statistiques favorables de sortie, hein, puisque je crois que c'est la statistique la plus défavorable, mais qui permet toutefois une réorganisation de l'entreprise en profondeur, qui permettra de faire financer par l'AGS les salaires, les droits salariaux antérieurs à la procédure et les restructurations, bien entendu, en cours de la période d'observation, et qui permettra également de rééchelonner, comme nous l'avons vu pour la sauvegarde, la dette sur 10 ans ou 15 ans pour les agriculteurs. Donc, même question, quelles sont les conditions d'accès donc au redressement judiciaire? Alors, quelles sont les conditions d'accès? Bon, tout le monde connaît un peu mieux le redressement judiciaire. Je pense que les procédures qu'on vient de citer, qui sont un peu plus récentes que celle-là, redressement judiciaire, c'est la loi de 85, donc on est sur quelque chose de plus ancien. Cette procédure, elle va concerner des entreprises qui sont obligatoirement en état de cessation des paiements, comme la procédure de traitement de sortie de crise dont on parlait tout à l'heure. Elle nécessite, pour être ouverte également comme projet de plan, puisse être envisagé, hein, que ce soit un plan de redressement par continuation ou par cession.
C'est une procédure qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Ce sont les critères qui doivent être vérifiés par le tribunal pour effectivement imposer un plan aux créanciers. Et effectivement, normalement, l'ouverture de la procédure doit intervenir dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Mais si les 45 jours sont dépassés, on peut quand même ouvrir un redressement judiciaire parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'ailleurs de procédure. L'état de cessation des paiements, bon, on en a eu parlé au cours de nos précédentes conférences. Donc, effectivement, impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Donc, grosso modo, la dette échue, non moratoriée, non contestée, avec l'actif disponible, c'est-à-dire bon, la trésorerie et l'actif immédiatement liquide, ou les réserves de crédit d'ailleurs, si effectivement on n'a pas tiré toutes les lignes de concours bancaire. Voilà, c'est une procédure qui n'est pas forcément toujours une procédure volontaire. Là, on arrive effectivement dans une procédure, pour la première fois dans les 4 procédures que nous voyons ce soir, une procédure qui peut être, entre guillemets, subie. C'est-à-dire qu'un créancier qui est poursuivant va pouvoir demander le placement d'une entité en redressement judiciaire, même contre la volonté de son dirigeant. Bon, on peut aussi avoir un dirigeant qui va demander, qui élabore une déclaration de cessation des paiements. Mais on voit déjà effectivement que voilà, le caractère volontaire n'est pas la seule voie pour se retrouver en redressement judiciaire. La durée, alors la durée, ça n'a pas changé, à la différence de ce qu'on se disait tout à l'heure sur la sauvegarde où on est ramené à 12 mois maximum. On est toujours avec une possibilité de faire 18 mois en redressement judiciaire avec l'autorisation du procureur de la République pour les 6 derniers mois. C'est assez cohérent parce qu'on considère effectivement que le redressement judiciaire va traiter des cas les plus lourds de réorganisation. Donc, on donne un peu plus de temps, ça ne me paraît pas incohérent. Donc, sinon, sur cette période d'observation qui va s'ouvrir, elle peut avoir, je l'indiquais tout à l'heure, 2 objectifs. On n'est pas obligé d'aller chercher une continuation de l'entreprise comme dans les procédures de sauvegarde accélérée ou procédures de traitement de sortie de crise. Là, et c'est ce qui a d'ailleurs été évoqué quand on a parlé du prépack cession, il y a aussi dans le redressement judiciaire comme objectif de sortir avec une cession de l'entreprise. C'est-à-dire effectivement de déconnecter la dette des actifs et de vendre les actifs, même si effectivement le prix de cession ne permet pas de couvrir les dettes. Quels sont les effets donc de la procédure sur les créanciers tout d'abord? Alors, les effets de la procédure sur les créanciers, là encore, pas d'innovation, pas de scoop. On est toujours sur une procédure donc, qui est à caractère collectif strict. Donc, effectivement, toutes les créances sont effectivement, ou la plupart d'entre elles, on retrouve les exceptions, moins de 500 €, effectivement les créances issues de pensions alimentaires, mais également effectivement les créances de nature sociale. Mais sinon, tous les autres créanciers sont soumis à l'interdiction des paiements, sauf effectivement, comme on l'a indiqué tout à l'heure dans la sauvegarde, si le juge commissaire autorise certains paiements. Mais vous le voyez effectivement, quand on est créancier d'une entreprise placée en redressement judiciaire, on a surtout effectivement l'obligation de produire sa créance auprès du mandataire judiciaire. On a effectivement un chef d'entreprise qui n'a plus le droit de vous payer et effectivement le cours des intérêts pour les créances à moins d'1 an sont suspendus. Donc on est effectivement dans une procédure qui est coercitive vis-à-vis d'une collectivité de créanciers. Et sur la gestion de l'entreprise, donc là aussi on peut proposer le nom de l'administrateur judiciaire? Alors tout à fait, effectivement, ça c'est une innovation qui est issue de la loi Pacte, donc une innovation assez récente. Jusqu'à cette loi, effectivement, le choix appartenait au seul tribunal. Désormais, effectivement, le débiteur peut proposer un nom lors de l'audience d'ouverture et au sein du dossier de déclaration de cessation des paiements. La désignation de l'administrateur, elle est soumise aux mêmes règles que ce qui a été vu tout à l'heure en matière de sauvegarde. Elle est obligatoire au-dessus de certains seuils alternatifs, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 20 salariés. Et effectivement, elle est facultative en dessous de ces 2 seuils. Donc, là, il appartient au chef d'entreprise ou au tribunal, au chef d'entreprise, je veux dire, et au tribunal, de savoir si la présence d'un administrateur est souhaitable ou si elle ne l'est pas. Quant à la mission de gestion, là, effectivement, les choses sont tout autres que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est que là, on va dire, la participation de l'administrateur est la règle. Car effectivement, nous avons 2 types de missions qui peuvent être confiées à l'administrateur judiciaire. Soit la mission d'assistance, dont on a indiqué tout à l'heure dans le cadre de la sauvegarde, et sauvegarde d'ailleurs accélérée, que c'était une participation à la gestion sur un certain nombre d'actes de gestion, mais effectivement une participation à la gestion.
Mais en redressement judiciaire, le tribunal peut aller au-delà. Le tribunal peut aussi décider de dessaisir l'équipe dirigeante pour confier l'intégralité de la gestion à l'administrateur judiciaire. Alors, ce sont des cas extrêmement rares et qui généralement, effectivement, requièrent un contexte bien particulier qui justifie cette mesure de dessaisissement. Mais en pratique, de toutes les façons, la participation de l'administrateur a, selon une graduation qui va dépendre du choix du tribunal, est certaine en redressement judiciaire. Donc, on a vu aussi une différence par rapport à la procédure de sauvegarde, c'est qu'en matière de gestion sociale, l'AGS intervient de façon plus importante. Alors là, on est dans une procédure où effectivement, on l'a dit, dans une procédure clairement de traitement, de réorganisation en profondeur de l'entreprise, qui suppose effectivement d'abord peut-être d'avoir une difficulté telle au regard de l'état de cessation des paiements que l'entrepreneur n'a pas été en mesure d'honorer des salaires antérieurs ou des indemnités de rupture antérieures à l'ouverture de la procédure. C'est donc en pratique, finalement, on va avoir la possibilité d'actionner les AGS déjà au titre des impayés vis-à-vis des salariés qui sont antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire. Donc vous voyez déjà, c'est quelque chose de très différent de tout ce que nous avons vu dans les autres procédures. Deuxième chose, à l'occasion effectivement de restructuration sociale qui serait menée, donc de licenciement économique qui serait engagé au cours de la période de redressement judiciaire, eh bien l'AGS va pouvoir être actionnée pour financer effectivement la restructuration sociale et effectivement cette créance qui est une avance, finalement l'avance que fera les AGS ne sera normalement exigible qu'à partir de l'homologation du plan, donc de la sortie de la période d'observation. Mais vous voyez, effectivement, on a, on va dire, un volet d'action de l'AGS qui est beaucoup plus large que celui qu'on a évoqué tout à l'heure dans la procédure de sauvegarde. Et effectivement, ça fait partie des leviers que l'on peut actionner dans le cadre de la procédure. Ensuite, et dernier point, on a un droit dérogatoire. On n'est plus sur les délais de droit commun, on a des délais raccourcis pour procéder au licenciement économique. Et ces licenciements économiques, ils vont être autorisés par une autorité judiciaire. On n'est plus effectivement, voilà, on n'est pas seulement dans les échanges avec effectivement le comité social économique et la DRITS. Là, effectivement, l'autorité judiciaire va faire immixtion à travers une autorisation soit du juge-commissaire si on est au cours de la période d'observation, soit du tribunal si ce sont des licenciements qui sont autorisés à l'occasion de l'homologation du plan de redressement ou de cession. D'accord. Donc, voyons maintenant quelles sont les modalités d'élaboration du plan. Toujours pareil, comme on l'a fait pour la sauvegarde, voyons les modalités de droit commun. On regardera tout à l'heure en cas de constitution de classe et partie affectée. Alors, voilà, les modalités de droit commun, c'est l'arrêt d'un plan de redressement à la fin de la période d'observation, donc au bout des 6, 12 ou 18 mois, selon la durée de cette période, dès lors qu'effectivement, il existe une vraie possibilité de sauvegarder l'entreprise. Au-delà de ça, ce plan va présenter les mêmes caractéristiques que ce qu'on s'est dit dans la procédure de sauvegarde et de procédure de traitement de sortie de crise, à savoir qu'effectivement, le plan qui est présenté s'impose aux créanciers, même s'ils se sont déclarés défavorables en tout ou partie. Donc, vous voyez, là aussi, on est sur des modalités de droit commun de l'homologation du plan de continuation sont coercitives vis-à-vis des créanciers qui, finalement, peuvent être défavorables, même presque à l'unanimité, et finalement se voir imposer ce plan. Le plan de redressement a une durée maximale de 10 ans. Il peut comporter une progressivité. On est exactement sur les mêmes dispositions que ce qu'on s'est dit tout à l'heure en sauvegarde, avec une durée plus longue dérogatoire pour les agriculteurs au tribunal judiciaire. Enfin, ce plan, là aussi à l'identique de la sauvegarde, peut présenter des options, à savoir la possibilité de prévoir des paiements plus courts, moyennant par exemple des remises qui seraient concédées et qui effectivement permettraient de proposer à des créanciers qui accepteraient d'être quelque part, de voir leur créance réduite, d'être payés sur une durée inférieure, par exemple à 10 ans, si le plan général est de 10 ans à 100%. Et alors, voyons maintenant, sans refaire tout l'historique, bien sûr, des classes de parties affectées, mais voyons comment se constitue le plan en cas de constitution des classes. Alors, on va retrouver finalement ce que nous nous étions dit à l'identique de la sauvegarde judiciaire, c'est que on vient de vous décrire la situation qui est, on va dire, la généralité dans les entreprises qui ont
effectivement moins de 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc dans les entreprises qui sont d'une taille inférieure à ces critères-là, on est sur le plan que nous venons de vous décrire. Si on se situe au-dessus, eh bien, effectivement, les classes de parties affectées qu'on vous a décrites font effectivement font apparition dans le cadre du redressement judiciaire. Et finalement, tout ce que nous nous sommes dit en sauvegarde au-delà de ces seuils et en sauvegarde accélérée pour toutes les entreprises qui connaissent les procédures de sauvegarde accélérée, quelle que soit leur taille, eh bien, on va l'appliquer en redressement judiciaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces seuils, si on se situe en dessous, mais que le chef d'entreprise, effectivement, avec son administrateur judiciaire, voit un intérêt à constituer ces classes de créanciers, classes parties affectées, eh bien, il est toujours possible d'aller demander l'autorisation au juge commissaire de les constituer pour ensuite, effectivement, parler aux classes de parties affectées et non pas à la collectivité de tous les créanciers, comme on l'a décrit tout à l'heure. Donc, vous le voyez, on a toujours cette possibilité d'opter, même si on est en dessous des seuils et qu'on n'est pas une grande entreprise. Oui, finalement, la majeure différence qu'il peut y avoir dans le cadre des classes de parties affectées entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, c'est qu'en sauvegarde, le débiteur est maître de son plan. En redressement judiciaire, on peut imaginer qu'une classe de parties affectée, je pense plutôt à des classes de parties affectées de nature financière, puisse soumettre un plan concurrent, éventuellement. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est une nuance importante pour les dossiers importants, pour les dossiers de taille significative, donc plutôt au-dessus des seuils, effectivement, on a une différence, effectivement, à savoir que dans le redressement judiciaire, les créanciers peuvent présenter un plan concurrent à celui qui serait effectivement porté par les dirigeants. Alors, j'imagine que ce cas-là sera encore plus rare que les cas de constitution de classes de parties affectées en redressement judiciaire, mais effectivement, c'est quand même un élément dont il faut tenir compte, car effectivement, si on est dans une société ou un groupe de sociétés dans lequel effectivement les créanciers sont susceptibles d'être intéressés par la présentation d'un plan, eh bien effectivement, le dirigeant peut voir son propre plan concurrencé par celui des créanciers. C'est effectivement quelque chose d'assez original par rapport à ce que l'on a pu connaître jusqu'à présent. Mais pour terminer, pour conclure sur le redressement judiciaire, cette conférence, cette dernière conférence, quels sont les effets du plan de redressement? Alors, les effets du plan, rien de bien, là aussi, rien de bien nouveau sous le soleil. Le plan, effectivement, est opposable à toute la collectivité des créanciers. Donc, vous l'avez compris, c'est un plan qui est un plan collectif. L'entreprise, une fois le plan homologué, retrouve son autonomie et effectivement la mission de l'administrateur judiciaire s'interrompt, quelle qu'elle soit, et le plan va retrouver les mêmes caractéristiques que celles qu'on a abordées dans le cadre de la sauvegarde. Donc, bénéfice aux cautions éco-obligées, ce qui est une nouveauté. On a finalement, à l'occasion de l'ordonnance du 15 septembre dernier, gommé une des principales différences entre le plan de redressement et le plan de sauvegarde. Jusqu'à présent, effectivement, il y avait une sorte de carotte aux chefs d'entreprise qui passaient par la sauvegarde parce que les cautions éco-obligées bénéficiaient des délais du plan en sauvegarde et pas en redressement judiciaire. Alors, ce n'est pas une nuance, on va dire, minime, parce que ça veut dire que autrefois, en redressement judiciaire, le dirigeant qui était caution de personne physique, dès qu'on sortait de la période d'observation, sa caution était appelée. Et finalement, une fois qu'il avait payé, il se trouvait subrogé dans les droits du créancier au sein du plan. Bon. Cette situation peu enviable a été, on va dire, gommée par l'ordonnance du 15 septembre dernier. Désormais, il y a une identité de traitement des cautions éco-obligées personnes physiques dans la sauvegarde judiciaire et dans le redressement judiciaire. Ces cautions éco-obligées personnes physiques peuvent se prévaloir des délais du plan dès lors qu'il est respecté. Voilà pourquoi nous n'avions pas mis dans les caractéristiques de la sauvegarde. Je vous ai fait le petit clin d'œil en C'est vrai, j'ai vu votre clin d'œil. Voilà. Voilà la réponse. Ensuite, pour les PGE, rien d'original. On est sur un rééchelonnement judiciaire. Donc, finalement, les créances de PGE rééchelonnées continuent à bénéficier de la garantie de l'État à l'identique de ce qu'on s'était dit dans les sauvegarde accélérée et procédure de traitement de sortie de crise. Et pour finir, eh bien, effectivement, on peut désormais, et ça aussi c'est quand même intéressant, bénéficier d'un délai limité à 2 ans des publicités de ce plan de redressement, à savoir effectivement que comme le plan de sauvegarde, il est gommé au bout de 2 ans. Voilà effectivement sur les effets du plan de redressement judiciaire.
Merci maître. Bien, écoutez, nous sommes arrivés au bout de la présentation des procédures judiciaires. Donc j'espère qu'on vous aura convaincu de l'utilité de ces procédures quand elles sont prises vraiment en amont et de ce qu'elles peuvent représenter un maillon fort, je dirais, de la stratégie de l'entreprise en difficulté. Voilà, écoutez, ceci conclut le cycle des 5 conférences que nous avons voulu organiser. Donc, avant de vous céder la parole, je vais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce cycle de conférences, à les préparer avec Maître Jean-François Blanc et vous-même, Maître Ligreux. C'était un vrai plaisir. Et on peut peut-être se donner rendez-vous pour de prochaines interventions, parce que c'est vrai que certaines mesures sont très récentes. Peut-être dans un an, ça vaudra le coup de voir ce qu'il en a été et d'avoir un peu plus de recul sur certaines d'entre elles et peut-être d'organiser quelques conférences complémentaires. Je dirais que le plaisir était partagé, effectivement, tant dans la préparation que dans finalement le déroulement de ces conférences. Et ce sera avec plaisir si on peut effectivement continuer cette collaboration à l'ordre et effectivement permettre une appropriation de ces procédures dont vous avez compris qu'elles sont beaucoup plus nombreuses et certaines plus techniques que ce qui existait auparavant. Tout à fait. Merci, maître. Bien, écoutez, la parole est à la salle, donc virtuelle ou physique. Donc, n'hésitez pas donc, à lever la main. On va balayer un petit peu les intervenants. À lever la main si vous souhaitez intervenir, poser une question ou un témoignage. Vous êtes les bienvenus. Oui, alors il y a une question dans la salle. Alors, attendez, il y a beaucoup de monde. On vous écoute. Alors, peut-être parlez fort qu'on vous entend. Alors, on a parlé de la possibilité pour les classes de parties affectées de proposer leur propre plan. Est-ce que ça ne représente pas un risque de s'opposer à la décision du tuteur, on va dire au détriment de son intérêt, de proposer un plan qui ensuite pourront être votés à la majorité des 2/3 par ces mêmes créanciers, justement? Est-ce que pas de s'imposer, ou bien est-ce que le juge commissaire a toujours un droit de s'opposer au plan proposé par les classes affectées? Alors d'abord, le juge commissaire, peut-être pour vous répondre, la première chose, c'est qu'en fait, le juge commissaire, sur le vote des classes de parties affectées, il n'intervient pas. Donc en fait, si on se situe dans l'hypothèse que vous venez d'exposer, nous sommes, me semble-t-il, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la seule où les créanciers puissent présenter un plan concurrent, donc redressement judiciaire. Le dirigeant présente aux différentes classes de parties affectées un projet de plan, et imaginons que ces créanciers s'estiment maltraités, trop maltraités, et qu'ils aient un intérêt, effectivement, à faire une contre-proposition. Eh bien, effectivement, ces créanciers vont, avec leur propre conseil, élaborer un projet de plan dans lequel ils estimeraient soit qu'ils sont mieux traités, soit tout simplement que l'entreprise est plus pérenne et pourrait peut-être, effectivement, dans ce cadre-là, mieux assurer le paiement de leurs créances. On peut voir différentes motivations à présenter un plan concurrent. Mais en pratique, finalement, c'est eux qui demanderaient la diffusion de ce projet de plan concurrent. Et si finalement les créanciers se dirigeaient à la majorité des 2/3 vers ce plan présenté par une toute ou partie des créanciers eux-mêmes, eh bien, on se retrouverait avec une situation qui peut paraître paradoxale. C'est finalement un dirigeant tenu d'exécuter un plan qu'il n'a pas choisi lui-même, mais qui lui a été, entre guillemets, imposé par certains créanciers issus de certaines classes dominantes, probablement. On pourrait même imaginer, bon, c'est un cas d'école, bien sûr, mais qu'on ait une classe de parties affectées qui soit constituée par les associés, donc au sens large du terme, qui s'oppose au plan défendu par un dirigeant, puisque c'est quand même le dirigeant qui défend le plan. Alors oui, après, il ne faut pas oublier que les détenteurs de capital peuvent constituer une classe. Donc en pratique aujourd'hui, oui, on va dire, selon la taille de l'entreprise, selon effectivement les détenteurs de capital, oui, finalement, le contrôle, selon... Alors, dans la notion de dirigeant, on peut avoir un manager et on peut avoir aussi un actionnaire ou avoir un fondateur. Voilà. Donc, selon la typologie, oui, il y a effectivement, dans le cadre du redressement judiciaire, un risque de perte de contrôle qui, dans le peu de cas qui existeront, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, déjà vu la taille des entreprises qui sont censées être concernées par ces procédures-là, effectivement, déjà, il y aura peu de cas, mais effectivement, sur des enjeux économiques importants, il est probable que cela trouvera application, oui. Tout à fait. Alors, nous avons une question de Sylvie Marty. Alors, on va ouvrir le micro. Alors, on ne vous entend pas encore. Il s'agit d'une erreur, je suis désolée. C'est bon. Ah, c'est une erreur. Bon, désolé. Ben, c'est moi qui suis désolé. Bonne soirée. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées?
Non, a priori, je ne vois personne. Monsieur le Président, pas d'intervention? Bon, écoutez, si nous avons été suffisamment clairs, que vous n'avez pas besoin de précision, on va vous libérer. Et ben, nous vous donnons donc rendez-vous certainement peut-être l'année prochaine sur un nouveau cycle, pourquoi pas. Ça serait intéressant. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité et à très bientôt. Merci. Au revoir.